Rendez-vous solutions RSE de LinkUp autour du marketing engagé. Donc, un beau sujet aujourd'hui. J'ai le plaisir d'être accompagnée. Donc, je vais d'abord me présenter. Je suis Laetitia Sartoris, je suis directrice générale associée chez LinkUp. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de faire cette visioconférence avec Margot de Keror, qui est directrice conseil chez LinkUp. Bonjour. Merci Margot. Et également Georges Badevant, qui est CEO chez Dift. Et Georges nous fait le plaisir et l'amitié d'être là aujourd'hui. À la fois, il va nous apporter sa vision sur le marketing engagé, mais aussi nous partager son témoignage sur les marques qu'il côtoie dans son univers, des marques engagées. Donc, Georges va pas tarder à nous rejoindre. Il y a un petit problème de transport, mais en tout cas, en fin de visioconférence, il va nous apporter en effet son témoignage sur ces différents sujets. Alors peut-être juste pour démarrer, avant de rentrer dans le vif du sujet, LinkUp, nous sommes, voilà, c'est notre mission que vous voyez à l'écran, créer de la valeur à partir de l'engagement. C'est la mission que nous nous sommes fixés quand nous accompagnons évidemment nos clients. Nous sommes certifiés Bicorp, nous faisons partie de la communauté des entreprises à mission et nous sommes agréés recherche, particulièrement sur les sujets de changement de comportement. Parce que quand on travaille dans le domaine de l'engagement, faire bouger les comportements, adopter de nouvelles pratiques, c'est un sujet évidemment important. Et on a développé au sein de l'agence une expertise toute spécifique qui s'appuie sur les sciences comportementales. Alors, LinkUp, nous sommes à la fois un cabinet de conseil, et d'ailleurs, c'est parce que nous aidons nos clients à travailler, à solidifier leur stratégie d'engagement que nous sommes, j'ai un petit problème, que nous sommes, que nous arrivons à trouver finalement la bonne tonalité pour exprimer toute l'ambition. Donc, à la fois cabinet de consulting et communication, c'est vraiment ce qui fait la spécificité de LinkUp. Tout ça sur la définition de ces stratégies d'engagement qui est vraiment le cœur de notre expertise. Alors, quand on travaille sur ces stratégies de l'engagement, on peut travailler à différents niveaux et donc on a 5 expertises chez LinkUp. Tout ce qui va concerner la stratégie RSE, la CSRD aujourd'hui et toute son activation. Tout ce qui va être au niveau de la marque engagée, c'est notre sujet du jour. Je ne m'étends pas ici, nous allons en parler. On a une expertise assez forte sur tout ce qui est agroalimentaire, alimentation durable et nutrition. Le nudge et le changement de comportement, je viens d'en dire un mot avec l'agrément recherche, très important sur les sujets à la fois sociaux, sociétaux, environnementaux en lien avec le développement durable, mais aussi sur la santé publique, et c'est un peu une spécificité chez LinkUp, faire bouger les comportements, c'est aussi extrêmement utile en matière de prévention santé et de santé publique. Et puis, enfin, tout ce qui va être communication de l'engagement, là aussi, c'est une spécificité à l'agence, que ce soit sur le fait d'établir des rapports ou tout simplement pour une marque ou une entreprise de communiquer sur ses engagements. Alors, chez LinkUp, on a une approche spécifique et nous, ce qui nous semble extrêmement important, c'est d'arriver, et ça a été le driver depuis 15 ans que nous existons, de combiner l'esprit scientifique et l'esprit créatif. C'est pour ça qu'au sein de LinkUp, les collaborateurs de LinkUp va avoir à la fois des marketeurs, des communicants, c'est notre cas avec Margot, évidemment spécialisés sur les sujets de l'engagement. On a un pool de créatifs, une équipe dédiée avec un directeur de création, une directrice artistique, un graphiste. On travaille évidemment avec des concepteurs-rédacteurs. Et puis, ce pool d'ingénieurs avec des expertises sectorielles, des ingénieurs agro, des ingénieurs RSE, des nutritionnistes, j'en parlais tout à l'heure. Et c'est vraiment cette combinaison et ce travail d'équipe que nous faisons qui nous donne, je dirais, cette teinte et cette tonalité si spécifique chez LinkUp. Alors,
Voilà, j'ai présenté en quelques mots qui nous sommes. On va rentrer dans le vif du sujet, hein, ce sujet autour du marketing engagé. Comment élaborer une stratégie qui crée vraiment de la valeur pour votre marque? C'est tout notre sujet d'aujourd'hui. Quelques éléments de contexte. Pourquoi, de notre point de vue, c'est le moment, c'est maintenant qu'il faut construire sa stratégie de marque engagée. Les enjeux, Margot nous présentera ça. En quoi le marketing engagé crée-t-il vraiment de la valeur? Et on va vous proposer quelques cas pour vraiment illustrer notre propos. Et puis, bah, concrètement, comment on conçoit sa stratégie de marque engagée? Quels sont les leviers? Quels sont les partis pris qui nous animent chez LinkUp? Merci Georges, tu es là, tu es arrivé. On te retrouve tout à l'heure Merci tout de suite. en fin de session. Alors, quelques éléments de contexte. D'un côté, on a aujourd'hui, on est face à des consommateurs qui sont très concernés par le dérèglement climatique, hein. Contrairement à tout ce qu'on entend en ce moment, on est dans un contexte politique compliqué. On se demande si les consommateurs ne sont pas moins concernés. Non, ils sont toujours concernés. Les chiffres sont là à l'appui. 89% des habitants du monde partagent la certitude qu'un dérèglement climatique est en cours. C'est très clair. D'autre part, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, les consommateurs, particulièrement les Français, là on est sur les consommateurs dans le monde, ils sont impactés. 56% des consommateurs disent, là où je vis, je suis fortement touché par le réchauffement climatique. Ils sont aujourd'hui non seulement concernés par les enjeux, mais touchés dans leur quotidien. D'autre part, ils sont extrêmement conscients qu'ils vont devoir changer leur mode de vie. On en parlait tout à l'heure avec les changements de comportement. 75% d'entre eux disent devoir changer mes choix et mes modes de vie en raison du changement climatique. Donc voilà, c'est un mouvement qui est là, il est latent. Évidemment, il y a des événements politiques, il y a un contexte d'inflation. Néanmoins, ce mouvement est là et on ne peut pas le nier. De l'autre côté, on est face à des entreprises et des marques qui peinent un peu à aborder ce sujet de l'engagement. Alors pourquoi? D'abord, on peut dire qu'il s'est installé un peu un dialogue de sourds entre les entreprises et les marques. Les entreprises, elles ont le sentiment, en tout cas 65% d'entre elles, pensent que les consommateurs, leurs consommateurs, sont parfaitement au courant de ce qu'ils font en matière d'engagement. Et à côté de ça, quand on interroge les consommateurs, un consommateur sur deux, lui, dit n'avoir aucune information pour pouvoir vérifier des allégations portées par une marque sur ses engagements. Donc, on voit bien qu'il y a un petit peu ce dialogue de sourds qui s'installe, qui est là. À côté de ça, il y a ce mouvement du greenwashing. Les marques, aujourd'hui, en tout cas certaines, cessent de communiquer sur leur engagement. Elles préfèrent se taire. Alors, pourquoi? Pourquoi elles préfèrent se taire? Certaines euh, pensent qu'elles ne sont pas suffisamment engagées pour pouvoir communiquer. Ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup à la fois chez nos clients, dans le cours de prospection. D'autres ont peur de communiquer, même si elles sentent et elles pensent qu'elles sont suffisamment engagées, elles ont peur de communiquer parce qu'elles ont peur de s'exposer. Elles ont peur de s'exposer à la critique. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. En tout cas, ce mouvement, il est là. Il est à considérer. Nous, on pense chez LinkUp que se taire, c'est pas la bonne stratégie. On va y revenir après. Mais c'est vrai que se taire, c'est s'exposer à la fois à ce que quelqu'un d'autre prenne la parole à votre place et ne le fasse pas bien. Et puis, d'autre part, les consommateurs, une marque, si elle est engagée et qu'elle ne communique pas, ils ont le sentiment que la marque a quelque chose à cacher. Et donc, ce manque de transparence, c'est quelque chose qui est extrêmement perçu par les consommateurs. Donc voilà, un peu ce mouvement, hein, et à côté de ça, quand on interroge les consommateurs, ils sont extrêmement attentifs à ce que les marques racontent sur leur engagement. Et aujourd'hui, ils attendent davantage de communication de la part des marques et des entreprises. Ils trouvent que les marques ne communiquent pas assez. Ils trouvent qu'elles devraient le faire beaucoup plus.
Et d'autre part, et ça c'est assez intéressant, globalement, les consommateurs trouvent que la marque, autour de son engagement, peut contribuer de manière positive à la société. Donc ça, c'est un élément extrêmement fort. C'est des chiffres, hein, on a résumé avec 3 Français sur 4, mais il y a des chiffres à l'appui pour chacun de ces items. Et merci à l'étude Sustainable Brands d'Imedia Center qui nous a donné ces éléments qui pose et qui campe un petit peu ce décor. À côté de ça, au-delà d'attendre davantage de communication, ils qualifient les consommateurs et ils attendent d'avoir plus de communication, mais surtout plus d'éléments de preuve. Et ça, c'est extrêmement intéressant pour vous, Marc, d'avoir en tête cette idée-là. J'ai un chiffre en tête, 9 Français sur 10 disent être plus fidèles à une marque qui propose une transparence et une communication sur ses engagements. Donc ça, là aussi, ça sort du baromètre Sustainable Brands qui date d'il y a 2 mois. Donc c'est vraiment des chiffres très, très récents. Alors, une fois qu'on a posé ce contexte, qu'est-ce qu'il faut faire pour vous, Marc? Est-ce qu'il faut se taire ou s'exprimer? J'ai un peu déjà répondu à cette question, j'avoue. Est-ce qu'il faut penser que les consommateurs préfèrent une marque engagée ou faire abstraction du sujet et juger que c'est un effet de mode? Évidemment, nous, on ne pense pas ça, mais je vais passer la parole à Margot qui va rentrer dans le vif du sujet et poser les enjeux. Merci Laetitia. Donc en effet, notre question du jour, est-ce que les stratégies de marque engagée sont réellement des leviers de création de valeur? Et donc on va s'attarder un petit peu sur cette notion de création de valeur. Tout d'abord, avant de parler de créer de la valeur, encore faut-il ne pas en détruire. Donc l'idée c'est de se dire, il faut déjà avoir le droit simplement de vendre pour pas prendre de retard et donc pouvoir aller chercher cette valeur grâce à l'engagement. Donc, ne pas prendre de retard et avoir simplement le droit de vendre, ça passe déjà par se conformer à la réglementation. On voit qu'il y a dans tous les secteurs une réglementation de plus en plus stricte. On vous a mis quelques exemples avec la réglementation ANPAC liée à la loi climat et résilience, la loi AGEC pour le gaspillage et l'économie circulaire, et puis la multiplication des scorings, des affichages qu'on connaît bien maintenant dans l'alimentaire avec le Nutri-Score, mais qu'on voit émerger dans différents secteurs et très bientôt sur nos vêtements, par exemple. Donc, il faut absolument se conformer rapidement, voire essayer d'anticiper la réglementation, parce que le risque, sinon, c'est de voir son entreprise atteinte, grever la valeur de son entreprise au lieu d'en créer, justement. Là, on vous a mis l'exemple de Lidl, qui date du printemps, il me semble, qui a été sanctionné d'une amende lourde de 328 000 € pour défaut d'information du consommateur sur le délai de disponibilité des pièces détachées. Donc, on parle quand même d'un élément ultra précis sur l'offre non alimentaire de Lidl, donc pas non plus le cœur de métier, pour une enseigne qui a d'ailleurs des engagements par ailleurs. Donc, on voit que la réglementation, elle devient de plus en plus stricte et qu'il faut absolument se conformer, voire l'anticiper. Avoir le droit de vendre, bien sûr, ça passe par être référencé. Là, on parle notamment de produits et donc faire face à la pression croissante des actionnaires et ou des clients qui demandent aux fournisseurs, là, dans le cas des distributeurs, par exemple, de s'engager. Il y a quelques années, sous la pression des actionnaires, Tesco avait mis eux-mêmes la pression à leurs fournisseurs pour que 65% de l'offre soit composée de produits sains dans le but de lutter contre l'obésité. Ensuite, on a aussi, sans même l'intermédiaire des actionnaires, des acteurs comme Walmart qui, eux, s'étaient dit prêts à consentir des conditions moins draconiennes aux fournisseurs qui améliorent la performance écologique. Donc, on voit que là, c'est plutôt un petit bonus. Donc, il y a aussi du positif, c'est pas que de la menace. Et plus récemment, Carrefour, je pense que c'est un exemple que vous connaissez bien, donc qui a un directeur RSE fournisseur et qui aussi exige que 100% de ses top 100 fournisseurs suivent la trajectoire de 1,5 degré avant 2026. Donc, ils l'ont dit il y a quelque temps, mais bon, maintenant, on est demain, sous peine, sinon, de ne pas référencer certains produits. Et on voit qu'il y a des exemples très concrets, là, avec un Leclerc qui
temporairement à déréférencer des beurres Bridel, Président, parce qu'ils ne pouvaient pas montrer l'origine 100% française des produits. Donc, c'est vraiment, il y a des faits, il y a du concret derrière cette pression, ces menaces, etc. Voilà, donc là, on part un peu de la base. Avant de créer de la valeur, il faut déjà pouvoir juste ne pas en détruire et avoir le droit de vendre. Si on va dans du un peu plus positif, donc créer de la valeur, c'est pérenniser la valeur de la marque. C'est tout ce que, chacune de vos entreprises, de vos marques, vous voulez juste qu'elles continuent à progresser, à générer de la valeur et donc à préserver la valeur de la marque. Ça passe déjà par nourrir cette préférence de marque dans le temps long. Donc, on ne va pas citer toutes les marques qui sont ici, ni tous leurs engagements, parce qu'ils sont multiples, mais on voit quand même que pour fidéliser les consommateurs sur le temps long, bah là, les marques, certaines marques qu'on a citées sont des marques qui font partie du paysage et du quotidien des Français, avec par exemple le Petit Marseillais qui a été élu et réélu à plusieurs reprises marque préférée des Français, en partie du fait de ces engagements. Donc, ils ont par exemple des produits fabriqués en Europe, une usine italienne certifiée neutre en carbone et pas mal d'engagements autour de l'éco-conception. Dans le même secteur un petit peu, on a Mustela qui fait des choses exemplaires en termes de sourcing, de naturalité des ingrédients, qui lutte contre le gaspillage en utilisant par exemple des avocats qui devaient être jetés pour créer des actifs cosmétiques et qui, j'ai envie de dire, va encore plus loin. Bah, d'ailleurs, ils avaient été récompensés lors du Grand Prix de la marque engagée, puisque en 2027, ils se sont engagés à supprimer les lingettes. Et peut-être qu'il y a des parents qui nous écoutent qui savent que ça peut être très pratique quand même. Et donc, ces lingettes jetables, pour être cohérent avec la marque, Mustela a décidé de les supprimer et ça représente 20% de leur chiffre d'affaires. Donc, on voit qu'il y en a qui vont très très loin dans l'engagement, mais il y a tout degré de maturité d'engagement. Et je complète, Yves Rocher est un bon exemple d'une marque qui a su se réinventer aussi en lien avec ses engagements. Donc, quand on parle de nourrir la préférence de marque, Yves Rocher, c'est un bon exemple. C'était une marque vieillissante qui a su se réinventer en partie en travaillant son marketing engagé, en revoyant son offre produit et en l'intégrant vraiment complètement dans son mix marketing. Donc voilà, donc on a différents exemples dans l'alimentaire, mais au-delà des produits, on a aussi le cas dans les services avec par exemple la Maïf qui reverse 10% de ses bénéfices annuels à certaines causes, notamment des projets de solidarité climatique et de régénération de la biodiversité, pour n'en citer que certains. Donc là, on parlait de marques qui se sont... Enfin, voilà, qui font partie de notre quotidien et qui peuvent être assez anciennes, voilà, qui sont historiques et un petit peu emblématiques, mais c'est aussi le cas pour des marques qui ont émergé plus récemment et qui ne sont pas forcément associées à l'engagement, pourtant ils le font. Je pense notamment ici à Lidl, enseigne, meilleure enseigne éco-responsable. Donc, eux ont réussi à grappiller des parts de marché, bien sûr, grâce au prix, mais aussi grâce à l'engagement. Et c'est le fait de concilier les deux qui font que dans ce secteur du hard discount, ils se distinguent. Ils se distinguent notamment parce qu'ils ont 350 produits bio à moins de 2 euros, qu'ils ont la meilleure offre de produits locaux et un certain nombre d'engagements. Et c'est un peu la même chose pour Primark. Ils veulent concilier mode durable et accessible, avec par exemple des produits pas de e-commerce, pas de site, que des magasins en physique, pas de transport, quasi exclusivement du transport en bateau, que 2 collections par an pour pas avoir tout le temps du réassort et donc risquer de la surconsommation. Et puis, un objectif à 2027 d'avoir des vêtements 100% recyclés. Donc, ce que je veux dire ici, c'est qu'on voit qu'il y a plein de marques, plein de degrés de maturité et qu'il y a des choses qui ne sont pas incompatibles, même si elles peuvent le paraître dans notre inconscient de se dire, par exemple, le prix, c'est forcément incompatible avec de l'engagement. Non, tout le monde s'y met et tout le monde doit s'y mettre parce toutes les marques sont conscientes que pour fidéliser dans le temps long, ça passe par l'engagement. Sinon, le risque, c'est que si les consommateurs peuvent être fidèles à des marques engagées,
ils peuvent aussi basculer facilement s'ils ne voient leurs attentes pas écoutées, et notamment en termes d'engagement. Donc, on voit qu'il y a plein de petits, dans tous les secteurs, plein de petits players qui sont venus bousculer un petit peu les marchés. Là, on vous a mis l'exemple, par exemple, des liquides vaisselle, avec l'Arbre Vert, qui, je pense, est connu de beaucoup d'entre vous, qui se positionne, mais c'était déjà il y a quelques années, juste derrière Peck et Mir, donc vraiment des grosses marques emblématiques dans ce secteur. Donc, en troisième position, 12,4% de part de marché, qui du jour au lendemain, entre guillemets, s'est vraiment imposé dans ce paysage de marque. C'est le cas dans le textile aussi, avec Veja, Faguo ou encore Asphalt, et aussi dans les services, puisque là, on vous a mis l'exemple des banques, et c'est assez intéressant de voir que généralement, c'est le type de secteur où les gens vont chercher de la sécurité, de la fiabilité, donc plutôt ce qui est de l'ordre des grosses banques qui ont fait leurs preuves. Eh bien, les consommateurs donnent leur chance à ces petites marques, ces petites banques qui n'ont pas encore fait vraiment leurs preuves, mais qui revendiquent une éthique et des engagements forts, et donc que les consommateurs ont envie de croire, parce que justement, les banques traditionnelles n'offrent pas à ce stade l'offre d'engagement qu'ils attendent. Donc, toujours pour parler de pérenniser la valeur, bien sûr, on va parler de valeur économique, puisque l'engagement a un intérêt business indéniable. C'est déjà travailler sa stratégie de marketing engagé, c'est un levier pour vendre un peu plus. On vous a mis ici l'exemple de Kiri, qui a dédié tout un dos de Pâques au soutien des jeunes éleveurs. Donc, c'était une cagnotte pour faire en sorte que les jeunes éleveurs puissent s'installer, se former, s'équiper, etc. Et ce qui est assez révélateur du fait que l'engagement peut être générateur de valeur économique, c'est que normalement, ce dos de Pâques, c'est quand même un élément clé qui coûte cher, où généralement on met des mécaniques promo et pas de l'engagement. Donc là, on peut voir que valoriser son engagement est apparu assez ou aussi rentable qu'une mécanique promotionnelle. Alors, très, très intéressant ce cas-là pour voir la valeur qui est donnée. J'ajoute simplement que ce n'était pas un one-shot. Ils n'ont pas simplement ouvert une cagnotte, ça s'inscrit dans un engagement De long terme. de long terme chez Bell, et tout un travail sur la charte Amont laitier en partenariat avec WWF et Link Up, on peut le dire. Mais voilà, donc ça s'inscrit dans un engagement très fort de long terme et une construction, en effet, avec les jeunes éleveurs, qui vient être utilisé presque en outil promotionnel, avec une mécanique et une activation spécifique. Et c'est ça qu'on trouve extrêmement intéressant dans cet exemple. Et c'est très important, ce que dit Laetitia, et on y reviendra tout à l'heure, parce que, encore une fois, ça découle d'une vraie stratégie de marketing et d'engagement, parce que ça ne peut pas être qu'un coup de com', ça ne peut pas être qu'un one-shot, sinon ça ne tient pas, et sinon, justement, la marque va être taxée de greenwashing. Donc, un levier pour vendre plus et un peu plus cher, parce que on est bien conscient que parfois, mettre en œuvre certains engagements, ça peut avoir un coût sur votre chaîne de valeur, et qui peut être plus ou moins répercuté sur le prix de vos produits, de vos services. Eh bien, c'est un chiffre qui date de 2024. Donc, malgré l'inflation, malgré le contexte économique difficile, 56% des Français sont prêts à payer un peu plus cher pour consommer une marque responsable. Donc, c'est un chiffre en augmentation depuis 2022. Et puis, on voit que globalement, ils sont prêts à payer un peu plus cher. 50% veulent bien payer moins de 10%. Et quelques-uns sont prêts à même payer plus de 10% plus cher. Donc, le consommateur, quel que soit, enfin, c'était sur un panel large, sa classe socio-professionnelle, peut, dans une certaine mesure, être en mesure de payer un petit peu plus cher. Après, il le fait aussi en fonction de ses propres choix personnels, et toutes les catégories de produits ne sont pas forcément logées à la même enseigne. Il y a une sensibilité aussi des consommateurs sur certains produits en fonction de leur propre valeur, ou en tout cas de leur propre échelle de consommation, et de là où ils sont prêts à mettre en effet un peu plus d'argent autour de marques qui vont s'engager. Donc là, on vous a mis l'exemple laitier. Donc sur ce
podium, il y a 3 marques qui portent des engagements environnementaux ou nutritionnels. Et ce qui est intéressant, c'est que le leader ici, c'est Kill Patron, dont le prix est fixé par le consommateur et donc un petit peu plus cher que les autres. Et surtout, qui arrive à être à la première place en termes de valeur, hein, alors même qu'ils ne sont pas vendus partout, qu'à l'époque de ce podium, ils étaient présents dans 59% des hypermarchés, supermarchés. Donc, on voit que c'est une très belle performance. Donc, vendre plus cher et à plus de consommateurs. On a vu tout à l'heure que la stratégie de marque engagée pouvait être un moyen de fidéliser, de nourrir la préférence de marque. C'est aussi un moyen de recruter des nouveaux consommateurs. Et c'est ce qu'a fait notamment Aigle au moment où ils ont voulu rajeunir leur cible. Ils ont travaillé leur marketing, mais au travers aussi du prisme de l'engagement, en mettant en valeur le Made in France, par exemple, ou également tout ce qui est autour de la durée de vie, la durabilité en fait du produit, avec des engagements sur la réparabilité, sur le fait de pouvoir recycler les produits, le fait de collecter les produits pour les vendre en seconde main dans leur boutique Second Souffle. Donc voilà, donc un certain nombre d'engagements qui leur ont permis d'aller chercher une cible plus jeune. Dans un autre registre, Jules, eux, étaient en difficulté économique et pour autant, ils ont vu, malgré les difficultés économiques, l'engagement comme un levier d'aller chercher plus de consommateurs. Stratégie payante puisqu'ils sont désormais numéro 2 du prêt-à-porter masculin derrière Célio. Et donc, ils ont un tas d'engagements. Ils sont notamment devenus en entreprise à mission et ils ont été les premiers à faire un jean en toile 100% recyclée Made in France, pour ne citer qu'un exemple un peu emblématique qu'on voit ici. Et enfin, créer de la valeur, c'est aussi cranter de la valeur. Une fois qu'on a bien travaillé sa stratégie de marketing engagé, on peut essayer de davantage encore se distinguer de la concurrence et de proposer des nouvelles normes au marché. Oui, peut-être ces 2 exemples que je connais bien, je peux prendre le relais. Donc, c'est une façon aussi, certaines marques peuvent arriver à bousculer les codes du marché. On a pris l'exemple d'Aberlour, Aberlour qui est une marque de whisky du groupe Pernod Ricard et qui, il y a maintenant 2 ans, a décidé de supprimer le canister, c'est-à-dire le suremballage, l'étui, le coffret de ce whisky qui est un whisky premium. Et donc, ce coffret qui est vraiment le symbole du premium dans cette catégorie. Alors, ils l'ont supprimé pour des raisons écologiques, évidemment, mais ça voulait dire prendre un engagement très, très fort de potentiellement se priver d'un certain nombre de clients qui vont acheter un whisky aussi pour l'offrir. Donc, ils ont fait ce pas-là et c'est intéressant, ils ont continué et quand on a fait, il y a eu plusieurs post-tests après la campagne que vous voyez là et sur les 2 post-tests qui ont été faits, en tout cas sur le dernier, 62% des consommateurs déclaraient avoir envie d'acheter un whisky Aberlour. En effet, puisque conscient de l'engagement qu'il pouvait contribuer à apporter finalement en achetant un whisky qui avait fait ce pas de supprimer un suremballage. Chantel One, qui est un soutien-gorge de la marque Chantel, là aussi a révolutionné un petit peu les codes de la lingerie en lançant le premier soutien-gorge fait en matière recyclée et recyclable. Alors, ça a l'air simple, quand on connaît un petit peu le monde de la lingerie et du soutien-gorge particulièrement, c'est extrêmement compliqué de recycler un soutien-gorge parce qu'il y a énormément de matériaux. Donc, c'est pour ça que je dis c'est le tour de force du petit tailleur, c'est vraiment une innovation extrêmement importante. Et donc, ils ont bousculé les codes du marché et ils ont été un peu une locomotive par rapport à d'autres en innovant vraiment et en lançant ce produit complètement centré sur cette innovation différente. Et l'autre moyen donc de prendre de l'avance et de cranter,
c'est le fait de s'emparer d'un combat sociétal. C'est quelque chose qu'on travaille beaucoup chez LinkUp et on pourra y revenir. Donc, une fois qu'on a une stratégie de marketing engagé bien solide, il y a certaines marques là qu'on vous a mis à l'écran, par exemple Spontex, qui s'est emparé du sujet de la charge mentale et qui, pour cela, s'est appuyé sur une association, Vos Voix, Nos Voix, pour porter ce combat dans différentes géographies, si je ne me trompe pas, Laetitia. Complètement. Dans les 6 marchés européens, en effet, de la marque, où la marque Spontex est leader, ils développent ce combat. On a aussi mis l'exemple du groupe de Ray autour du sujet et qui a travaillé avec l'association Règles élémentaires en proposant de diffuser des protections périodiques à des personnes précaires. Donc, un très, très beau combat. Le groupe de Ray, c'est un groupe de transporteurs. Donc, voilà, c'est intéressant aussi de voir. Familier avec la précarité Exactement. menstruelle. On n'attendait pas forcément un groupe de transporteurs sur ce sujet-là. Et pourtant, c'est extrêmement important. Donc, voilà, s'emparer d'un combat sociétal, c'est aussi se distinguer de ses concurrents, c'est aussi proposer une nouvelle façon de faire, proposer de nouvelles normes. C'est extrêmement intéressant aussi pour émerger au niveau du marketing et de la communication. C'est vraiment le cas pour Spontex. Alors, il faut choisir des combats qui soient fins et bien en lien avec l'activité de la marque ou de l'entreprise. Ça s'inscrit bien dans le long terme. Encore une fois, ce n'est pas du one-shot, c'est quelque chose de long terme et d'ampleur. Là, on le voyait avec les différentes géographies. Donc, voilà. Donc, on le voit, être une marque engagée, c'est un sujet sensible, c'est un sujet complexe qui nécessite une stratégie bien solide. Et donc, je vais repasser la parole à Laetitia qui va vous expliquer comment construire une stratégie de marque engagée. Alors, chez LinkUp, pour nous, on a plusieurs partis pris importants quand on travaille sur ce sujet de l'engagement et de la construction de la stratégie de marque engagée. Premier point, c'est qu'on ne peut pas construire une stratégie de marque engagée s'il n'y a pas d'engagement. Donc, c'est l'idée vraiment de s'appuyer sur les engagements RSE pour définir sa stratégie d'engagement de marque, mais définir une stratégie d'engagement de marque qui va être bien spécifique à la marque. Évidemment, on va s'appuyer sur les engagements de l'entreprise, du groupe. Simplement, on va le faire redescendre sur la marque, mais on va les choisir, on va les sélectionner. L'un et l'autre se nourrissent, évidemment, c'est sûr, mais c'est un travail bien spécifique que ce travail de marque engagée. On va pas faire un copier-coller, on va aller chercher les engagements qui vont être justes par rapport à la marque, par rapport à son ADN, par rapport à ses valeurs, mais aussi en lien avec ses produits, en lien avec ses services. Donc, bien sûr qu'on va puiser dans la stratégie d'engagement du groupe ou de l'entreprise, mais on va venir vraiment l'adapter. Alors, l'adapter, ça veut dire qu'on va aller sélectionner les engagements de la marque qui vont vraiment être créateurs de valeur pour ses cibles, pour ses parties prenantes. Et pour ça, il va falloir définir ce qu'on appelle un cap stratégique, nous, chez LinkUp, définir ce cap stratégique du marketing, de votre marketing engagé pour vous en tant que marque. C'est extrêmement important parce que c'est ce cap stratégique qui va permettre de définir à la fois le bon discours au bon moment, avec les bons canaux, et puis de définir la création, la communication qui va être juste par rapport à ce cap stratégique. Donc vraiment, cette idée, alors je crois qu'il y a quelqu'un qui a son micro ouvert, hop, je suis allée un tout petit peu vite, donc vraiment cette idée de sélectionner ses engagements. Ce schéma illustre bien à notre sens notre propos. C'est, vous voyez, ce pingouin sur cet iceberg avec cette face émergée de l'iceberg, avec tout ce discours finalement. Pour convaincre, il faut avoir un discours socle, un discours de preuve qui soit étayé, qui soit fondé, qui soit suffisamment factuel, qui va recenser l'ensemble des engagements de la marque. Et ça, c'est extrêmement important d'avoir cette solidité, ce socle, pour pouvoir raconter
votre engagement. C'est cette idée de storytelling. Et le storytelling, on va aller puiser sur les engagements de la marque. On va ressortir les engagements qui sont les plus emblématiques pour pouvoir raconter l'engagement au sein de votre communication et de votre stratégie marketing. Et puis, évidemment, on ne peut pas tout raconter à vos consommateurs, mais on va encapsuler cet engagement autour d'un concept fil rouge qui va être bien en lien avec l'ADN de la marque, bien en lien avec vos valeurs et qui va venir englober finalement, va venir traduire en mots simples et de façon interpellante ce qu'est l'engagement de la marque. Donc ça, c'est un peu notre façon de procéder chez LinkUp. Alors évidemment, et c'est pour ça qu'on insiste sur ce socle important d'engagement, c'est important d'avoir cette stratégie qui tienne dans le long cours, qui soit en effet fondée, étayée, qui s'appuie sur du factuel, parce que le marketing engagé, ça ne doit pas être un coup de communication, ça ne doit pas être un one-shot. C'est une stratégie sur le long cours avec des communications qui vont être emblématiques et qui peuvent porter sur différents types d'engagement. Et ça, c'est important. Et on l'a vu, les consommateurs attendent de la part des marques qu'elles communiquent, mais ils attendent des éléments de preuve. Ils ne veulent pas de la communication bullshit. Ils sont de plus en plus aguerris. Et donc, attention aux effets de manche et aux coûts de communication. Il y a un certain nombre d'exemples, on ne les a pas mis là, mais de coûts de communication qui ont mal tourné pour les marques. Et pour autant, c'est quelque chose qui, donc on dit que c'est quelque chose en long cours, mais ça se fait par étapes, c'est-à-dire que les consommateurs n'attendent pas d'une marque qu'elle soit parfaite du jour au lendemain et peut comprendre le chemin de progrès du moment qu'il est expliqué de manière sincère, humble et transparente. Tu as tout à fait raison, Margot, et c'est une excellente transition pour le point 3. Chez LinkUp, nous, on pense qu'une stratégie de marque engagée, évidemment, elle va dépendre des enjeux de chaque marque, mais aussi de la maturité de chaque marque sur ses engagements. Et nous, on pense très fortement que une marque peut communiquer sur ses engagements, quel que soit son niveau de maturité. Et justement, c'est ce qu'on a vu dans les points de contexte tout à l'heure. Il ne faut pas se taire. Les consommateurs aujourd'hui n'attendent pas, comme tu l'as dit Margot, que la marque soit 100% parfaite. En revanche, ils attendent d'en savoir plus sur ce que vous faites. Et ils sont capables de comprendre que c'est extrêmement compliqué. Ça demande de l'innovation, ça demande du temps. C'est un temps long, l'engagement. Aujourd'hui, les consommateurs ont cette maturité-là pour le comprendre. Alors, c'est pour ça qu'on l'a illustré sur ce schéma-là. Vous, en tant que marque, où en êtes-vous de votre engagement? Certaines marques ou entreprises qu'on rencontre, certaines n'ont pas encore de démarche d'engagement. D'autres réfléchissent à repositionner leur marque comme une marque engagée, ou encore d'autres à créer une nouvelle marque à impact. Donc ça, c'est un premier niveau, je dirais, d'engagement chez LinkUp. Encore d'autres marques, elles veulent, il y a des engagements au niveau du groupe, au niveau de l'entreprise, elles veulent les faire redescendre. Comment est-ce qu'on peut faire? Voilà, on a différents niveaux de maturité, je vais y arriver. Et donc, voilà, il n'y a pas de cas d'école. Et chez LinkUp, nous, on pense et on a essayé de construire des offres qui permettent, en fonction de la maturité de l'engagement de la marque, en fonction de où la marque en est dans son cheminement d'engagement, qu'on soit plutôt en débutant, qu'on commence dans son engagement ou qu'on se questionne sur la solidité de ses engagements, on est capable chez LinkUp de vous accompagner à la fois pour construire, pour solidifier votre stratégie d'engagement et vos feuilles de route, et auquel cas, on va travailler avec une immersion un petit peu approfondie. On va travailler évidemment sur cette stratégie marketing de l'engagement et puis sur la communication. Et puis, d'autres marques, et c'est ce qu'on appelle l'offre flash, elles ont déjà un engagement qui est solide. Simplement, elles ne savent pas encore comment le traduire à l'échelle de la marque. Et donc, on va là plutôt
packager les engagements, travailler à définir les engagements qui vont être les plus créateurs de valeur. Et là, on a besoin d'une immersion un peu plus simple, un peu plus flash, et puis de travailler sur le marketing engagé. Donc voilà un peu sur ces offres. Et puis, Margot l'a évoqué tout à l'heure avec le grand combat. C'est vrai que pour les marques, c'est aussi une façon d'appréhender l'engagement que de s'investir, que de s'emparer d'un combat pour démontrer l'utilité sociétale de la marque. Et là, on travaille, on a toute une méthodologie. On vous a parlé de Spontex, hein, on a accompagné Spontex à la fois à définir son combat de marque et puis à l'activer aussi. Et donc, voilà, on a toute une méthodologie là-dessus. Voilà, je m'arrête là pour pas passer trop de temps là-dessus. Mais si je devais résumer, le marketing de l'engagement, le premier point, c'est que ça va au-delà de la RSE. C'est vraiment la traduction de l'engagement à l'échelle de la marque et très spécifique avec une véritable stratégie. Le deuxième point, c'est que packager ces engagements, ça crée de la valeur. C'est des engagements créateurs de valeur si on l'intègre bien dans sa stratégie marketing. Et notre enjeu, ce n'est pas de tout chambouler, c'est vraiment de venir apporter une pierre à votre édifice, un complément dans votre stratégie marketing. Et puis, le troisième point, c'est que toutes les marques sont concernées. L'enjeu, c'est vraiment de pouvoir s'adapter à tous, à votre maturité, à la maturité de vos engagements. Et donc ça, voilà, la communication, elle est aussi là pour pouvoir révéler vos engagements et là où vous en êtes. Margot, je te passe la parole et Georges, merci d'avoir répondu présent à cette invitation. C'est avec grand plaisir que tu vas pouvoir nous partager ton témoignage. Oui, merci Laetitia et merci Georges, en effet. Donc, une fois qu'on a travaillé cette stratégie de marketing engagé bien posée, on peut se demander quelles sont les formes que ce marketing engagé peut prendre et comment on peut l'activer. Et c'est pour ça qu'on a le plaisir aussi de faire intervenir Georges, qui va nous parler, je vais le laisser se présenter, de DIFT, qui est une forme justement de marketing engagé. Mais j'en dis pas plus et je te laisse, Georges, te présenter et présenter DIFT. Oui, carrément. Merci Margot, merci Laetitia. Ravi de pouvoir échanger sur ce sujet de la marque engagée. Donc, je suis Georges, cofondateur de la société DIFT, anciennement Captain Cause. Donc, on existe depuis 2 ans et on se conçoit comme un nouveau pont de financement entre le monde des entreprises et le monde des associations. Concrètement, DIFT, c'est une plateforme de marketing solidaire qui va permettre aux marques de remercier leurs clients au moyen d'une nouvelle récompense solidaire qui est, suspense, le DIFT, don plus gift. C'est un don cadeau que les clients vont pouvoir distribuer à la cause de leur choix, que ce soit en récompense de fidélité ou à l'achat, ou en alternative à des objets promotionnels ou des goodies. Voilà, donc on se conçoit donc, effectivement tous les sujets de marque engagée, on est une solution pour répondre à cette problématique, on va dire qu'il y a une problématique de direction marketing et de direction générale, et on propose justement des leviers pour intégrer ce solidaire et ce sujet impact dans le marketing. Merci Georges. Du coup, oui, tu le disais, vous êtes une solution qui active ce marketing engagé et tu parles, et chez DIFT de manière générale, vous parlez beaucoup pour qualifier ce marketing engagé RSE compatible d'un marketing plus solidaire, tu le disais à l'instant, plus relationnel aussi et plus émotionnel, qui est une notion qui revient très régulièrement chez vous. Du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu plus ce que tu entends par là? Et pour le relier à notre thématique du jour de la création de valeur grâce à l'engagement, nous expliquer en quoi tes clients, et en particulier les départements marketing, vont voir ces nouvelles formes de marketing comme des leviers de création de valeur. Oui, carrément. Alors, effectivement, là, il y avait un schéma dans la présentation juste avant qui m'a fait sourire. Donc, le petit pingouin sur son bout d'iceberg avec un engagement derrière. Mais le pingouin, une fois qu'il est sur le bout de l'iceberg, il peut aussi aller dans plein de directions différentes parce qu'il y a plein de leviers en fait pour activer sa marque engagée. Alors, nous, on a une spécialisation. Je vais parler un peu sous le prisme. Ce qu'on connaît mieux au niveau marketing chez DIFT, c'est surtout ce qui est autour de la relation client, ce qui va englober la fidélisation, le CRM, l'expérience client au sens large. Qui sont un peu des écrins justement pour que s'exprime cet engagement de marque. Donc, c'est un peu
l'endroit où justement vont pouvoir s'exprimer différents leviers pour rendre concret et activer la marque engagée. Le premier levier qu'on a, c'est justement d'aller vers des leviers d'engagement plus relationnels et c'est-à-dire moins transactionnels. Ça, c'est un problème qu'on voit beaucoup avec un certain nombre de directions marketing avec qui on parle, qui nous disent qu'il y a une spirale sans fin du marketing transactionnel, parce que marketing transactionnel, ça veut dire, vous le savez mieux que moi, mais proposer d'avoir un discours avec des codes promo, des réductions et un discours orienté surtout vers le réachat. Ça a plusieurs conséquences négatives. Ça abîme structurellement les marges, ça abîme aussi la marque dans son discours. Les marques de luxe ne font pas ça, par exemple. Et puis, il y a une lassitude qui est très perceptible. Alors là, j'ai un chiffre, c'est que il y a 71% pardon, des consommateurs qui estiment, par exemple, que les programmes de fidélité se ressemblent tous. Il y a une raison très simple à cela, c'est parce qu'ils sont tous quasiment exclusivement transactionnels. Et donc, c'est la même couleur qui est renvoyée aux clients. Et donc, tout ça, ça a un coût et ça finit par créer une dépendance. Et donc, l'idée, c'est donc à l'inverse de ce levier transactionnel qu'on a envie justement d'écarter, il y a le volet du relationnel, c'est-à-dire s'exprimer davantage presque comme une personne. On aime bien chez Dift voir les marques comme des personnes. Imaginez simplement un ami qui aurait envie de vous vendre tous les jours la même chose. Ça finit par être un petit peu fatigant. Donc déjà, au niveau de la marque, de la représenter comme une personne avec laquelle vous allez entretenir une relation, et donc une relation entre les actes d'achat potentiellement, ce qui du coup fait que ça multiplie les points de contact possibles. On peut ne pas surinciter nécessairement au réachat, mais aussi engager entre les actes d'achat. Ça, c'est un des premiers, parmi les plus grands leviers relationnels, on va dire, possibles. Ça peut, par exemple, donner une perspective pour créer des communautés de marques. Il y a d'autres acteurs, par exemple Tokiwoki, qui permettent d'aider les marques à créer des communautés de marques justement dans cette optique. Ça, il y a donc ce premier levier, le relationnel versus le transactionnel. Un des deuxièmes leviers, c'est le volet émotionnel et de valeur. On est à une ère où beaucoup des consommateurs attendent une relation plus émotionnelle avec leur marque. Concrètement, ça veut dire quoi? De savoir qui sont les personnes derrière cette marque-là. Il y a un chiffre produit par TLC Marketing, une plateforme d'avantage, qui dit que 80% des consommateurs attendent cette relation plus émotionnelle. Ça veut dire voilà, donc de connaître les personnes, mais aussi de vibrer, de raisonner davantage avec les valeurs et d'avoir une fidélité qui, à ce moment-là, va être beaucoup plus puissante, puisque davantage ancrée vers des idées, des convictions et des émotions que par des opportunités. On s'éloigne encore une fois des comportements transactionnels qui créent de l'opportunité. Voilà. Donc, il y a ce deuxième levier émotionnel qui est intéressant. Et un troisième levier qui se rapproche encore plus de la RSE, la question, c'est comment intéresser au sujet RSE le plus grand nombre et l'ensemble de la base client. Et donc, nous, on a pu voir par tout ce on a pu faire depuis en 300 opérations avec des marques depuis 2 ans chez Diff, c'est que le volet solidaire est celui qui peut parler à tout le monde. C'est-à-dire que chacun peut avoir une sensibilité sur des causes plus ou moins fortes. Et d'autant plus qu'en fait, souvent, il y a déjà une fondation dans la plupart des grands groupes, mais où il n'y a jamais vraiment de schéma participatif où l'ensemble des clients ou l'ensemble des collaborateurs va être impliqué à un moment dans le choix ou la communication sur ces actions-là. Donc, ces actions, encore une fois, il y a déjà des preuves, elles existent déjà, sauf que le pont n'est pas vraiment créé. Or, c'est une superbe opportunité, justement, d'intégrer des engagements existants et de les faire savoir, de faire en sorte que des opérations de financement, de mécénat financier, de fondation, ne soient pas que des opérations de financement, ce soit aussi des opérations de sensibilisation. Quand une fondation distribue plus de 10 millions d'euros par an, en impliquant sa communauté, en tenant au courant ses parties prenantes des projets financés, elle intéresse potentiellement une base hyper importante de consommateurs. Donc, voilà, il y a ces 3 leviers-là, l'émotionnel, le relationnel, le solidaire. Et peut-être pour aller rapidement sur les bénéfices qu'on voit, il y en a, on va dire qu'il y en a 4 grands par rapport à ces différents leviers que je viens de donner. Quand je dis bénéfices, c'est comment derrière la vision de marque engagée, c'est une excellente vision de direction générale, de direction marketing. Derrière, d'un point de vue opérationnel, comment on va chercher davantage de retours de ROI et des bénéfices clairs. Le premier argument pour convaincre, c'est qu'on va permettre de fidéliser et d'activer des segments qui sont non promophiles. Tous les segments de clients ne sont pas forcément ultra promophiles.
Et on va aller chercher justement d'autres bases qui sont parfois d'autres bases de personnes qui ne répondent pas à ce discours transactionnel, qui sont parfois déjà sursollicitées, mais avec lesquelles un discours différent, plus émotionnel, humain, incarné, va résonner. Ça, c'est un premier levier. Un deuxième levier, c'est que ça renforce la marque avec du contenu, justement. C'est un contenu qui se diffuse en 360, que ce soit en communication corporate ou en social media. Je pense par exemple à Engie, qui a son programme qui s'appelle de fidélité, qui s'appelle Mon programme pour agir, qui d'ailleurs pas vraiment un programme de Ouais, fidélité, qui est un programme d'engagement client, oui. Mm. et qui irrigue aussi bien ses publicités à la télé que sa communication lorsqu'on se crée un compte sur Engie. Ce programme Mon programme pour agir, on peut soutenir des projets à impact par leur biais. Donc ça renforce tout, ça nourrit toute la marque. Troisième levier, c'est en fait le solidaire et l'engagement, c'est aussi parfois une mécanique ludique, tout simplement, qui va être à la fois simple et pas toujours du tout coûteuse pour engager, pour activer dans les programmes. Je m'explique, par exemple, on va y venir juste après, dans le programme de fidélité d'accord, c'est la plus petite récompense qu'on peut activer, le fait de distribuer ses points en don. Et donc, ça crée une forme de gamification par le solidaire, et ce qui est assez puissant. Et quatrièmement, je l'ai déjà nommé, mais c'est la capacité d'engager entre les actes d'achat. En réalité, on multiplie les touchpoints qu'on peut avoir avec ses clients sans nécessairement rentrer dans un discours consumériste ou mercantile. Au contraire, on crée ce lien différemment. Donc voilà, c'est un petit peu ce qu'on voit au niveau à la fois vision du marketing de demain et les bénéfices qui peuvent en être tirés. Merci beaucoup, Georges, c'est très clair et effectivement, je trouve que Div, c'est un très bel exemple d'activation de ce marketing engagé et comme tu le disais, ce côté plus relationnel, ce côté émotionnel, il fait vraiment écho à une stratégie qui se fonde sur de la sincérité, de l'humilité, de la transparence et effectivement, il faut percevoir la marque comme un humain, un partenaire avec lequel on se comprend, on discute, on échange et pas quelque chose de très descendant et du coup dont on va Mm. se méfier. Tu as évoqué déjà plusieurs exemples, mais peut-être que tu voulais nous exposer deux exemples clients un peu marquants pour vous, qui Ouais. ont été générateurs de valeur. Carrément. Donc pour s'inspirer avec des exemples concrets qui marchent très bien et qui marchent à très grande échelle, alors d'abord, il y a ce qu'on a construit depuis 2 ans avec la Française des Jeux, qui est un jeu de grattage solidaire qui s'appelle Mission Nature, qui est reparti pour son édition numéro 2. Euh, c'est un jeu de grattage qui reverse 43 centimes par ticket acheté. Et par ailleurs, c'est un jeu d'argent classique, habituel, où on peut gagner jusqu'à 30 000 euros, etc., et qui coûte 3 euros. Ce jeu, alors lancer un nouveau jeu solidaire avec un acteur réglementé, c'est pas facile. Ils n'ont pas pu faire de publicité sur ce jeu à son lancement, et pourtant, il y a eu 15 millions de tickets vendus. En fait, ça a séduit beaucoup de consommateurs qui se disaient j'ai mon produit habituel, je peux de jeu d'argent, et en plus, en fait, il y a du solidaire, donc c'est bien plus qu'un jeu d'argent habituel. Et donc, en fait, il s'est notamment offert à beaucoup lors de l'édition, la première édition l'an passé, la deuxième édition a été lancée fin octobre. Et donc, 15 millions de tickets vendus, ça veut dire un peu plus de 7 millions d'euros qui ont été reversés à des projets de biodiversité, qui ont été sélectionnés par l'Office français de la biodiversité, donc extrêmement sérieusement. Et nous, on a créé chez DIFT l'expérience d'implication où chaque utilisateur, chaque joueur a pu scanner le QR code sur son ticket, découvrir les différentes causes qui ont été sélectionnées par la marque à cette occasion. Point important, ce sont des causes locales Mm. en France métropolitaine et d'outre-mer. Et donc, on a des projets qui marquent les gens parce qu'en fait, on n'est pas en train de leur parler nécessairement de choses à l'autre bout du monde, dans les contrées qu'ils ne connaissent pas. On leur montre que la biodiversité, c'est aussi des projets ici et maintenant. Et donc, voilà. Donc, finalement, c'est de la générosité embarquée à travers un mécanisme de produits de partage qui montre que lorsque un grand acteur se mobilise, derrière, en fait, il permet typiquement sur une population qui n'est peut-être pas forcément du tout la plus sensible au sujet écologie ou biodiversité, de leur parler de ce sujet-là et de mettre en l'occurrence dans des bureaux de tabac ce sujet, tiens, il y a Mission Nature, ça va permettre de reconstruire des habitats naturels, de répertorier la biodiversité près de chez moi. Donc ça, c'est un premier exemple qui marche bien. Il y a la deuxième édition qui se passe en ce moment et la troisième édition qui aura au printemps prochain sur l'océan. Premier exemple. Et deuxième exemple, toujours sur un sujet d'expérience client, mais ici davantage sur le programme de fidélité.
Donc, Dift travaille avec All, Accor Live Limitless, qui est le programme de fidélité global de Accor, du groupe Accor, qui rassemble beaucoup de marques d'hôtellerie. Et donc là, les membres Accor peuvent décider de convertir leurs points de fidélité en dons associatifs. Et donc ça, c'est quelque chose qu'ils faisaient déjà et qu'ils ont voulu passer à l'échelle avec nous, notamment en proposant des causes qui vont être segmentées et personnalisées sur les régions du monde. Donc voilà, on voit bien toujours cette idée d'émotion et de personnalisation. Et ça marche très bien, notamment parce qu'ils ils ont été assez malins pour intégrer des bénéfices durs pour le client. Il va pouvoir prolonger la durée de vie, enfin l'expiration de ses points s'il fait un don. Donc en fait, ça devient aussi une forme de touch point en plus où on récompense le client de faire un don et on lui permet de soutenir des causes, etc. Donc ça, c'est un levier assez puissant qui fait qu'on a une partie importante des clients qui font des dons. Et un deuxième levier qui est important, c'est la capacité pour une marque comme Accor de réagir à des situations d'urgence. On le voit d'ailleurs là, c'était lors du séisme au Maroc il y a un an, mais ça a été par exemple sur la situation de crise urgente en Espagne avec la Croix-Rouge espagnole qui a été soutenue du coup via les membres Accor. Donc en fait, c'est un formidable outil pour animer aussi sa base client et lui parler de sujets et avoir une action participative, comme tu disais, Margot. C'est-à-dire qu'à la fois, la marque s'engage, mais c'est aussi par la volonté in fine des clients. Donc voilà. Donc, moi, en un mot, lorsque des marques engagées de premier plan, ou même, ou pas forcément d'ailleurs de premier plan, mais des marques importantes décident de mettre en action ces mécanismes d'engagement, derrière, ce sont des financements et des actes de sensibilisation à très grande échelle. C'est ça qui est vraiment remarquable, je trouve. Bah, c'est remarquable et puis c'est en effet utiliser la puissance de la marque au service de l'engagement et avoir un impact démultiplié. Et c'est extrêmement intéressant dans les deux exemples que tu as montrés. Et complètement d'accord avec toi sur ce relationnel qui passe par l'incarnation. Nous, on est très, très convaincus de ça chez LinkUp, que la marque doit vraiment être incarnée, montrer, les consommateurs attendent de savoir ce qu'il y a derrière la marque, ce qu'elle a dans le ventre, si je puis m'exprimer ainsi. Et je pense qu'on a vraiment passé un cap. Les exemples que tu montres sont intéressants parce qu'ils sont dans le cadre de l'activation en tant que telle. Et ça montre bien que sur ce type de mécanique-là, il y a vraiment une utilisation de la puissance de la marque, à la fois pour, entre guillemets, faire du prosélytisme, travailler, informer, sensibiliser, et en même temps être complètement dans ces codes marketing. Voilà, l'exemple de FDJ est extrêmement intéressant parce qu'il y a une vraie innovation marketing avec un nouveau produit engagé. Donc, c'est vrai que c'est deux exemples très intéressants. Et complètement cohérent aussi avec effectivement la marque. Là, les exemples que tu citais pour Accor, ça me fait penser à ce qu'on racontait sur les combats, le combat sociétal. On voit comment les marques peuvent s'emparer de certains sujets et utiliser, comme tu dis Laetitia, leur puissance pour vraiment démontrer une utilité sociale, d'urgence ou de long terme. Merci mille fois, Georges, pour cet éclairage. Je pense qu'on peut passer quelques minutes aux questions s'il y en a. On vous a mis aussi une petite slide récap de quelques actualités 2025. Donc, il y aura d'autres webinaires, bien sûr, en 2025 avec un à la rentrée dont on dévoilera le thème prochainement et qui portera sur l'une des expertises que Laetitia avait mentionnées au début. Et puis, un peu en avance, on vous informe qu'il y aura de nouveau une édition du Grand Prix de la marque engagée à ProDurable, en septembre-octobre 2025. Les inscriptions auront lieu très rapidement. Donc, si vous souhaitez vous préinscrire pour être marque engagée dans différentes catégories, que ce soit partenariat marque ONG, marque engagée B2B, B2C, etc., on vous a mis quelques lauréats 2024. Donc, il y a vraiment de la place pour tout le monde et c'est une très belle visibilité et reconnaissance pour les engagements que vos marques peuvent porter. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Je vous ai mis le mail si vous souhaitez déjà vous préinscrire. Voilà, et sinon, sans plus attendre, si certains ont des questions, vous pouvez n'hésitez pas à prendre la parole. Ouais, si vous avez des questions à poser à Georges, à nous, Exactement. on est là. Je n'envoie pas dans la conversation.
Eh bien, s'il n'y a pas de questions, je pense que nous allons clore ce En webinaire. effet. Merci de votre attention. Encore merci Georges d'avoir été avec nous, nous avoir partagé ces cas. Et merci à tous d'avoir participé et de nous avoir écoutés. Et à très bientôt pour les prochains webinaires. A priori, il y aura un webinaire sur les alimentations durables. Quand même, je vais faire un peu de teasing. Et il y aura un webinaire sur les communications de l'engagement aussi. Donc voilà, entre janvier et février, en tout cas, ça sera les 2 webinaires qui vont vous être proposés. Et donc, si vous avez besoin de plus d'informations ou des questions, on vous a mis nos contacts côté LinkUp et puis côté Dift avec Georges, que encore une fois, on remercie chaleureusement d'avoir d'avoir assisté et présenté les beaux projets de Dift. Oui, et on est là avec Margot pour, voilà, si vous voulez en savoir plus sur notre façon de voir les choses et de rentrer un peu plus dans la méthodologie de l'accompagnement qu'on peut proposer sur le marketing engagé, nous sommes à votre disposition. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Bonne journée.